Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est le 5e web séminaire sur l'état de la France qui, dans les faits, s'inscrit dans le travail que nous faisons, le 16 économistes, pour essayer de préparer le mieux possible. C'est le mois de juillet et les rencontres d'Aix qui sont sur tous les plans, évidemment, un peu particulières et évidemment sur les sujets que nous allons traiter. Alors, ça s'inscrit dans un programme très très complet. Les web séminaires, il y en a déjà eu 4 ou 5. Aujourd'hui, Hubert Védrine nous a fait le plaisir de venir sur, au fond, le rôle de la France dans dans le nouvel équilibre géostratégique mondial. C'est un éminent membre du 16 économiste, Pierre Jacquet, qui va animer toutes ces sessions avec évidemment notre stratégie habituelle de propos liminaires, puis question d'un certain nombre de personnes présentes, on va dire, sur le plateau, et puis l'ensemble des questions qui pourront être posées par tous les gens qui sont connectés à cette heure de 19h à 20h que nous allons passer sur la géostratégie. Je dois dire que à côté de ces web séminaires, on fait beaucoup d'autres choses qui ont, un peu comme cela, beaucoup de succès, et c'est ça qui est important, de bien préparer et avec beaucoup de monde les rencontres d'Aix. Nous en sommes à bientôt notre 3e réunion que nous organisons avec Radio France et un média sur la réindustrialisation, la jeunesse, la technologie et bientôt la finance. La technologie, c'est pour, je crois, le tout début du mois de mai, mais la date vous sera communiquée. Et puis, les web séminaires, c'est vraiment la discussion à propos d'un livre qui vient de sortir. Et évidemment, Hubert, après son livre qui a eu beaucoup de succès, le « Et après », vient de sortir il y a quelques semaines, peut-être même quelques jours, le dictionnaire amoureux de la géostratégie. Et c'est évidemment autour de tout ça que nous allons discuter. Donc, bienvenue et merci à Hubert, bienvenue et merci à Pierre Jacquet. Et puis, je cède tout de suite la parole à mes deux camarades en les remerciant une fois de plus. Merci Jean-Hervé, on est très honoré d'accueillir évidemment Hubert Védrine, et on ne le présente pas, tout le monde le connaît, tout le monde connaît son rôle d'acteur privilégié sur la scène géopolitique mondiale, et il vient en effet de sortir un ouvrage remarquable, qui est le dictionnaire amoureux de la géopolitique, et je voudrais juste, en lui passant la parole, faire 3 remarques sur ce livre, parce que ça nous permettra d'avoir ses réactions. Alors, la première, c'est que, en fait, ce n'est pas vraiment un dictionnaire. C'est plutôt un classement alphabétique de réflexions thématiques, toutes très intéressantes, mais j'ai remarqué que Hubert Védrine donne rarement les définitions. Il discute des thématiques, mais si on veut par exemple chercher la définition de la souveraineté, je crois qu'on ne la trouve pas vraiment. Et donc je voulais lui poser, je pense que c'est un parti pris, et je voulais l'entendre un petit peu là-dessus. La deuxième remarque, en guise de question aussi, typiquement d'un économiste, puisqu'on est au cercle des économistes, c'est que je n'ai pas vu d'entrée croissance. Et ça me préoccupe parce que je pense que la croissance est aussi un des attributs de la puissance, et que sans croissance, on a du mal à exister dans ce monde dans lequel il y a des pouvoirs existants et en émergence qui sont particulièrement importants. Et donc la croissance est un attribut de cette souveraineté, et ça vient bien dans le débat actuel d'ailleurs, sur lequel probablement Hubert Védrine réagira aussi, le débat sur l'écologie. Est-ce qu'on peut entrer dans l'écologisation qu'il recommande sans croissance, et il y a tout un débat évidemment là-dessus qu'il serait intéressant d'aborder. Et puis la troisième remarque, c'est une position que j'ai trouvée non pas anti-kantienne, mais peut-être à-kantienne, ou je ne sais pas comment la décrire, qui est beaucoup de scepticisme finalement sur la vision de Kant. Et il me semble qu'il y a quand même un rôle modérateur de l'interdépendance.
sur les incitations à entrer en conflit, que ce rôle modérateur n'épuise évidemment pas le sujet, et donc on peut ne pas avoir l'optimisme de Kant, mais qu'il existe. Et donc une des questions que je voulais lui poser, c'est est-ce qu'on peut jouer aussi là-dessus? Est-ce que ça fait partie, cette exploitation du rôle modérateur de l'interdépendance, de l'arsenal des outils dont peut disposer un pays comme la France dans sa place, dans ce qui n'est pas vraiment un ordre géopolitique, mais d'un contexte géopolitique actuel. Voilà, merci encore, Monsieur le Ministre, et je vous passe la parole. Bon, merci Jean-Hervé pour avoir pris cette initiative. Merci à Pierre Jacquet pour cette entrée en matière. Alors, très rapidement, dictionnaire, c'est le nom de la collection. Dictionnaire amoureux. Mais c'est pas un dictionnaire et je suis pas amoureux de la géopolitique. C'est une sorte de balade historique dans la géopolitique de différentes époques. Et comme je lutte en permanence, je résiste à l'instantanéité des réflexions, aggravée par ce que tout le monde connaît, l'information continue, les réseaux, etc. Je pense que c'est pas mal de se balader entre Alexandre le Grand et Biden, en passant par Jean Giscard et toutes sortes d'autres moments, d'autres personnages. Parce que je pense qu'il faut rétablir ce dialogue, cette interaction. Il y a des réflexions de Napoléon qui sont utiles à connaître, voilà. Mais en même temps, c'est pas un dictionnaire, c'est pas exhaustif. Et si j'acceptais d'écrire ce livre, ce que j'ai fait avec plaisir, c'est qu'on peut parler que de ce que l'on choisit. Donc il manque des tas de trucs, il manque pas simplement la définition de la croissance, et vous êtes tous mieux armés que moi pour la définir d'ailleurs, mais il n'y a pas l'inventaire des conflits d'aujourd'hui, il n'y a pas une analyse des politiques étrangères comparées, je ne parle pas de tous les présidents, etc., etc. Donc c'est une balade où j'ai repris ce qui pour moi est très important et quelques sujets sur lesquels pas du tout par idéologie, parce que c'est pas mon genre, mais par expérience, je suis arrivé à penser pas tout à fait comme le mainstream. D'où l'entrée sur Machiavel, ou sur le cynisme, ou sur droit de l'homme ou de l'individu, point d'interrogation, l'approche sur l'esclavage, la colonisation, la décolonisation, etc. Mais c'est pas non plus pour devenir protestataire, c'est pas mon genre non plus. Voilà, donc c'est une balade, une balade historique. Ensuite, la notion de la souveraineté, précisément, la force du terme, c'est qu'il n'a pas de définition exacte. D'ailleurs, quand on parle dans le contexte de l'OTAN, j'étais pendant 6 mois le représentant de la France dans le groupe sur l'avenir de l'OTAN, quand on parle d'autonomie stratégique, il y a immédiatement un bloc américano-otanien qui se constitue pour fermer, pour refuser toute idée d'autonomie stratégique, ce qui pour les autres veut dire abandon de l'Alliance Atlantique, catastrophe, etc. Le mot de souveraineté, au contraire, comme c'est plus vague, personne n'est tout à fait contre. Mais ça dépend quel contenu on lui donne. Souveraineté, normalement, ça veut dire qu'on décide souverainement. C'est-à-dire que les autres ne décident pas à votre place. Donc évidemment, c'est très important parce que si on prend la notion de souveraineté européenne au sérieux, si on lui donne un contenu, d'abord, il faudra, comme le président Macron le fait depuis cette année en tout cas, dire que ça ne contredit pas les souverainetés nationales, ça ne siphonne pas les souverainetés nationales, mais ça s'ajoute, ça complète. Donc, ok, très bien, mais comment? Et à un moment ou à un autre, on sera obligé de poser la question des sanctions américaines extraterritoriales. C'est évidemment en contradiction absolue avec l'idée d'une souveraineté européenne, mais je ne veux pas prendre des exemples trop détaillés. Sur la question de la croissance, si j'avais eu à en parler, mais il y a 1000 livres d'économistes éminents qui en parlent à ma place, donc ce n'était pas la peine, mais j'aurais demandé, mais comment est-ce qu'on la définit, comment est-ce qu'on la calcule? Et précisément dans les ouvrages des dernières années, où j'ai de plus en plus parlé d'écologisation, c'est un mot dynamique, alors que l'écologie, c'est un mot statique. Puis ça renvoie aux écologistes, qui sont des gauchistes dans une impasse complète en termes d'écologie politique. Moi, je parle d'écologisation, qui est un processus qui a largement commencé, plus ou moins vite selon les domaines, plus ou moins vite selon les régions, et qui va durer pendant des décennies. Ça va tout structurer. Et ça dépend comment on calcule. Aujourd'hui, le PIB est un instrument de mesure incroyablement frustre. Vous savez mieux que moi, il mesure que les flux, et on est incapable de donner disons, une valeur au stock. Et peut-être qu'il y aura un génie qui va réussir à calculer ça, et qui aura le prix Nobel un jour. Donc pour moi, quand je parle de ça, c'est évidemment une forme de croissance. Et ça n'a pas le même sens de fabriquer, de raser une forêt, d'y mettre à la place des usines polluantes qui vont générer des cancers pendant 50 ans, ou de développer les batteries solaires de demain. Donc moi, j'ai aucun problème avec la notion de croissance. Je pose simplement la question
à vous tous qui êtes aiguisés là-dessus, quel est le mode de calcul? Comment ça se comprend? Alors, la remarque sur une vision akantienne est amusante, en fait, elle est stimulante. C'est vrai que, au passage, pas méchamment, j'insiste pas, puis d'ailleurs, les articles sont pas très longs, mais je me défie des illusions. Enfin, du moins, j'ai vu qu'elles ne fonctionnaient pas. Pas encore. Par exemple, je dis qu'il n'y a pas de communauté internationale. Le mot communauté est très chaleureux. Il y a un monde avec des interactions, avec des rapports de violence et de force, avec des compétitions qui se poursuivent, y compris dans les enceintes multilatérales. Il ne faut pas idéaliser le multilatéralisme, c'est juste un cadre différent des autres. Donc évidemment, la vision kantienne, qui est derrière, ça va jusqu'à ça aboutit à la vision Fukuyama, par exemple, il y a un mélange de Kant, d'Hegel, tout ce qu'on veut, mais ça nourrit tellement d'illusions, notamment de la part des gentils Européens, dont je dis depuis longtemps que ce sont des bisounours dans Jurassic Park. Jurassic Park étant le monde réel, puisque après la guerre, ils ont fait le choix de l'abandon de la puissance. Ils ont supplié les États-Unis de les protéger, ce qu'ils ont fait. Ils ont développé tout le projet économique européen sous cette bulle protectrice. On voit bien d'ailleurs dans un livre récent passionnant sur le plan Marshall, qui n'est jamais essayé d'étudier à quel point c'est la matrice de l'Alliance Atlantique et de la construction européenne. Tous les débats entre Européens ayant été pensés avant, en fait, entre Américains. Donc, en tant que philosophie, la philosophie de Kant est immensément estimable, intéressante, inspirante, tout ce qu'on veut. Mais en tant que mécanisme fonctionnel par rapport aux relations internationales d'aujourd'hui, je pense que ça ne fonctionne pas. Même chose sur le droit de l'hommisme. Je ne parle pas de l'attachement au droit de l'homme chez nous, mais je parle du droit de l'hommisme comme étant la priorité, disons, l'élément majeur des politiques étrangères quand les Occidentaux veulent l'imposer chez les autres. On a évangélisé pendant des siècles, maintenant on voudrait droit de l'homiser, bon, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc c'est uniquement pour des raisons de ce type que je suis prudent dans la transposition du kantisme, en relation, pas kantisme avec, comme les ordinateurs quantiques, mais vous m'avez compris. Alors évidemment, le doux commerce, parce que l'interdépendance, c'est ça, l'interdépendance qui calmerait les choses. C'est le doux commerce de Montesquieu, c'est la pensée OMC. Et quand les Américains ont fait entrer la Chine dans l'OMC, alors que la Chine ne respectait aucune des conditions et n'avait pas l'intention de le faire, en fait, la pensée des dirigeants de l'OMC, que tout le monde connaît ici, c'était de dire, oui, on les fait rentrer, ils vont se développer, ça va les moderniser, et donc ça va les démocratiser. Mais ça n'a pas fonctionné comme ça. D'ailleurs, et maintenant, Trump a fait voler en éclats le consensus d'avant aux États-Unis, et il y a une volonté américaine d'endiguer la Chine, parce qu'ils se sentent refaits, quoi. Ils se sont fait avoir, mais ils se sont fait avoir parce qu'ils ont cru des âneries sur le sujet. Donc, je suis toujours, moi, en train d'essayer de calmer les illusions, parce que les illusions, même si on dit que c'est formidable d'avoir une utopie, des ambitions, tout ce qu'on veut, les illusions préparent les désillusions, le découragement, le défaitisme, cette espèce de pessimisme atroce qui ronge les Français de façon complètement disproportionnée. Et donc, j'essaie de cheminer là, entre tout ça. Donc, dans mon dictionnaire, entre guillemets, dictionnaire, j'évoque les différentes options, mais c'est pas un traité encore une fois, de politique étrangère, c'est pas une réponse immédiate aux questions qu'on se pose, ce n'est pas un programme. Et à la limite, dans le petit essai très court, lui, du mois de juin dernier, et après point d'interrogation, j'étais plus direct, plus opérationnel, plus décisionnel, et j'insistais d'ailleurs sur la nécessité, dès qu'on le pourra, mais là c'est trop tôt, de faire une évaluation mondiale, peut-être dans le cadre de l'OMS revigorée par le retour des Américains, tant mieux, une évaluation mondiale de la surveillance des virus, de l'apparition des épidémies, des informations, des coopérations sur confinement, déconfinement, vaccins, etc., etc. Pourquoi? Parce que autant les épidémiologies se sont contredits sans arrêt depuis le début, on ne peut pas leur en vouloir, c'était assez nouveau quand même, hein, même si c'était prévu, le risque. Autant les virologues ne se sont jamais contredits, jamais. Les virologues disent tous que le développement, la surpopulation, l'urbanisation, la déforestation déconfinent les virus et qu'il y en aura d'autres.
Ils ne se sont jamais contredits là-dessus. Donc ça nous renvoie à la question écologique. Et vous avez compris que quand moi je parle écologie, c'est une écologie évidemment scientifique, rationnelle, progressive, pour que ce soit supportable, et qui passe par énormément d'inventions, pas par le rejet des inventions. Voilà, j'étais rapide, mais on n'a pas beaucoup de temps devant nous, il faut qu'on puisse échanger. Je crois que j'ai dit un mot sur chacune des remarques de Pierre Jacquet. Merci beaucoup. Alors peut-être je vais ouvrir le débat bien sûr immédiatement, mais juste avant de le faire, deux questions sur ce que vous venez de dire. La première, c'est que dans votre discussion dans votre appel finalement à revisiter Machiavel, vous insistez sur la capacité d'anticipation que lui-même recommande. Et quand je regarde les crises actuelles, il y a bien sûr la pandémie, donc vous la traitez en recommandant cette évaluation mondiale de la surveillance des virus, mais on commence à parler d'un autre risque qui nous menace, c'est la pandémie informatique, la pandémie des virus informatiques. Donc, quel est votre sentiment là-dessus? Et comment on peut organiser la prévention? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a souffert d'une insuffisance de la prévention. Et puis la deuxième question, c'est peut-être où s'arrête l'illusion, où commence et où s'arrête l'illusion. Dans ce que vous nous avez dit, par exemple sur l'Europe, je crois que c'est assez facile de partager votre conviction sur le besoin d'une souveraineté européenne, mais en quoi ce n'est pas une illusion? Construire cette souveraineté commune en respectant les souverainetés nationales à 27. Autrement dit, il y a un peu une échelle. On voit bien que le fédéralisme européen est une illusion, mais où s'arrête cette illusion quand on descend un petit peu dans l'ambition et comment on fait pour construire cette souveraineté européenne? Bon, ce sont encore des grandes questions, hein. Juste un mot très bref sur Machiavel. J'étais frappé quand le géopoliticien singapourien Kishore Mahbubani, qui est très intéressant, c'est celui qui annonce depuis 20 ans la fin de la parenthèse occidentale. Parenthèse occidentale. Moi, je me borne à dire fin du monopole de la puissance. C'est pas la même chose. La dernière fois que je l'ai vu à Paris, il m'a dit « J'aimerais bien que l'Europe s'affirme plus entre les États-Unis et la Chine, parce que sinon, ça sera dangereux pour nous tous. Mais je suis très inquiet pour l'Europe. » Et je lui ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce qu'il faudrait que l'Europe fasse deux choses, et je ne sais pas si c'est possible. Premièrement, un moratoire sur l'immigration. » Je le cite parce que c'est quelqu'un d'une famille indienne, singapourienne, de culture chinoise, tout est mélangé. Donc à 0%, disons, de nationalisme anciennement européen, vous voyez, moratoire sur l'immigration. Et deuxièmement, il faudrait que l'Europe devienne machiavélienne. Dans son esprit, ça veut dire simplement capable d'une pensée stratégique, à long terme, au-delà du sondage de demain matin et des élections dans 3 mois. Donc ça, c'est une remarque intéressante parce qu'elle vient d'Asie. Bon, la pandémie informatique. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont 1000 fois plus compétents que moi, mais dans un livre d'avant, quand je parlais des comptes à rebours, on entend le tic-tac de l'horloge, il y a le compte à rebours démographique, écologique, toutes catégories confondues, et numérique, y compris l'aspect pandémie, y compris le risque cyber, y compris les vulnérabilités sur les données, tout un truc. Bon, la question ne va pas développer la réponse, je ne sais pas, mais je ne crois pas que la réponse puisse être purement nationale par rapport à ça. Ça suppose là aussi un surcroît de science et de technologie, mais pas moins. Donc là aussi, les écologistes tels qu'ils sont organisés en Europe ne nous sont d'aucun secours sur ces sujets. C'est comme sur l'énergie. Alors ça nous renvoie à la remarque sur l'Europe. Moi, je pense que la grande distinction, d'abord c'est un mot valise parce qu'il y a 36 définitions. Enfin, il y a une énorme distinction entre s'en remettre à l'Europe. On est trop vieux, on est trop petit, on est trop fatigué, la puissance est terminée, c'est horrible, et voilà, on s'en remet à l'Europe, qui est une espèce d'Europe imaginaire. C'est décourageant. Les seuls qui ont préconisé ça, ce sont les élites ultra-européistes, très convaincus d'ailleurs, qui ont passé leur temps à dénoncer les égoïsmes nationaux. Alors que quand la maire de Paris s'occupe de Paris, on ne dit pas qu'elle est égoïste. Quand le maire de Marseille s'occupe de Marseille, on ne dit pas qu'il est égoïste. Donc c'était une sottise psychologique et pédagogique de dénoncer les égoïsmes nationaux. Ce qui serait débile, c'est de dire que les intérêts nationaux ne sont pas compatibles. Alors précisément, on a inventé avec l'Europe un mécanisme qui normalement doit permettre de trouver des sorties par le haut. Mais la question sur la souveraineté, je dirais que, bien sûr, il y
il y a un doute sur la possibilité de construire une souveraineté européenne. Ça dépend à quoi on l'applique. Bon, Thierry Breton fait des propositions très intéressantes. À mon avis, les démocrates de l'équipe Biden ne vont pas lui faire de cadeaux. Surtout que Mme Harris est californienne, le lien est très étroit, etc. Donc, on verra. Donc, on peut dire, souveraineté, pourquoi pas, mais quel est son contenu? Après, on va décliner. Il y a des domaines où c'est complètement absurde, des domaines où ça saute aux yeux. Ça veut dire tout simplement ne pas dépendre à ce point-là, en matière de médicaments, de masques et compagnie, d'un seul fournisseur. Donc c'est élémentaire, tout le monde comprend ça. Souveraineté numérique, c'est beaucoup plus compliqué, parce que quelle est la bonne solution pour la préservation des données? Est-ce que c'est lié à la localisation? Bon. Donc tout ça est très compliqué. Souveraineté militaire, il ne faut même pas y penser, j'ai dit tout à l'heure, aucun Européen n'a soutenu les propositions françaises depuis 40 ans. Donc il faut s'adapter à ça. Donc on retombe sur nos capacités à nous. Donc j'ai dit, il n'y a pas de réponse globale. Mais on ne peut pas dire à l'avance que comme le mot de souveraineté est insaisissable, en quelque sorte, on ne va pas tenter de donner un contenu à la souveraineté européenne. Et de toute façon, l'interrogation que Pierre Jacquet relaie, elle est la même sur la souveraineté nationale, parce que vous avez des gens qui vous diront, par idéologie post-nationale, par européisme, par globalisme, etc., que même la souveraineté nationale ne veut plus rien dire dans un monde très numérisé, d'interdépendance, etc. Bon. Mais si on parle comme ça, les peuples décrochent. Et c'est ça qui conduit à la vague des dernières années qu'on appelle populisme. C'est un terme idiot, c'est un terme pour faire peur, pour dénoncer, mais ça ne marche pas en fait. Donc si on dit au peuple, de toute façon, on n'a plus de souveraineté, vous pouvez voter pour n'importe qui, on s'en fiche, ça ne change rien, ce que la Commission a dit souvent après des votes anti-européens, vous êtes sûr que les peuples décrochent et les élites mondialisées deviennent une locomotive sans wagon, qui tourne de façon folle. Donc je sais bien que c'est compliqué, mais je pense que c'est le devoir des intellectuels, des décideurs, des économistes et tout ce qu'on veut, des géopoliticiens, de redéfinir de façon crédible, raisonnable, ce que peut vouloir dire le mot souveraineté maintenant. Et on ne peut pas abandonner ce... Merci beaucoup. Je passe la parole à Lionel Fontanier. J'espère qu'il nous entend. Oui, voilà. Ton micro n'est pas Lionel, voilà. C'est bon. Voilà, je disais bonsoir. Merci de me donner la parole. Monsieur le ministre, donc j'ai deux questions rapides. La première a déjà été abordée un petit peu en creux dans ce que vous disiez. C'est à propos des États-Unis et du multilatéralisme. Donc, je voudrais savoir comment vous voyez cette perspective, puisque donc l'administration Biden a déjà donné quelques gages avec le retour dans l'OMS, peut-être un peu plus de décontraction par rapport à l'OMC, et puis, même si ce n'est pas complètement multilatéral, le retour dans l'accord de Paris. Donc ça, c'est ma première question. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement? Parce que les problèmes sont peut-être plus compliqués que simplement changer Trump pour Biden. Et la deuxième question concerne l'Europe et la politique commerciale de l'Europe. Donc l'Europe a souvent été accusée d'être bisounours, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure en matière de politique commerciale. Et aujourd'hui, Phil Hogan nous dit autonomie stratégique ouverte. Et donc, je voudrais savoir si cette formule n'est pas un petit peu de l'ordre de l'oxymore. Bon, alors, sur le multilatéralisme, compte tenu de la brutalité de Trump, qui a sorti les États-Unis de toutes les enceintes possibles, parce que pour lui, elles étaient composées de Lilliputiens qui voulaient ligoter le Gulliver américain. Bon, il a sorti. L'équipe Biden se dit c'est complètement idiot, parce que c'est le domaine... c'est typiquement le domaine où on peut exercer notre leadership. Mais entre-temps, les Européens ont idéalisé le multilatéralisme comme si c'était une religion, une réponse à tous les sujets. C'est pas vrai. C'est un terrain de lutte. Mais c'est mieux que les États-Unis soient là que pas. Donc ils reviennent dans le multilatéralisme, la liste est longue, pour exercer leur leadership. D'ailleurs, même Clinton, qui était très multilatéraliste avec des guillemets, il disait quand il y a un problème, on essaie de le régler avec nos amis, nos alliés. Si ça ne marche pas, on s'en occupe tout seul. Et Obama ne pensait pas autrement. Les démocrates pensent ça, en fait. D'ailleurs, vous allez le voir, puisqu'ils vont organiser un sommet des démocraties, et ils vont demander aux Européens de se mettre derrière eux pour endiguer la Chine.
Et alors après, il y aura une bataille dans chaque institution. OMC, déblocage de l'ORD, très bien, tant mieux. Retour dans l'OM, très bien. L'OMS, réactivation des accords de Paris, très bien, sauf qu'il faut surtout des inventions scientifiques, c'est plus que la diplomatie. Ressusciter l'accord sur l'Iran, très bien, c'est très bien de faire tout ça. Mais on s'aperçoit que les États-Unis veulent rétablir le leadership américain. C'est ça que ça veut dire, America is back. Je ne suis pas contre, mais il ne faut pas que les Européens soient des gros nigauds par rapport à ça. D'ailleurs, la formule, mais c'est valable aussi sur la question commerciale, il y a ma formule sur les bisounours, mais il y a une autre formule formidable de Steinmeier, ancien patron du SPD, donc c'est encore mieux que ce soit dit par un Allemand. Il a dit plusieurs fois, attention, nous, Européens, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Vous voyez, un Allemand. Donc c'est intéressant. Alors, sur le plan commercial, je pense qu'il y a eu plus qu'une naïveté et une espèce d'aveuglement idéologique que celui que j'ai cité sur l'OMC. Le commerce est bon quoi qu'il arrive, les conséquences sociales on s'en fiche, les conséquences écologiques ça n'existe même pas, et donc on va avancer, ça va développer le monde et tout va aller mieux. Il y a eu quand même reportez-vous pas à l'année récente, mais disons à des textes sur les perspectives de l'OMC de 15 ou 20 ans, c'est quand même incroyablement unidimensionnel. Bon, ça n'a pas fonctionné comme ça, et à mon avis, c'est une des raisons du réveil des identités un peu partout. Identité, nationalisme, tout ce qu'on veut, qui ont été trop agressés par une globalisation sino-américaine trop perturbante, trop comment on dit, allergène, trop allergisante. Voilà. Bon. Donc je pense que c'est très bien que la Commission européenne, qui est bien cette commission, hein, commence à parler autrement. Je sais bien que ça ne suffit pas. Mais par exemple, il y a des instruments de défense commerciale. Tous les grands cabinets d'avocats qui sont à Bruxelles le savent. Il y a des instruments normaux de défense commerciale qu'on aurait pu utiliser tout à fait légitimement dans le cas des accords d'OMC ou autres, qui n'étaient pas utilisés parce qu'il y avait une sorte d'idéologie qui s'y opposait. Donc si on va au-delà de ça, c'est très bien. Maintenant, si les déclarations de la Commission ne suffisent pas, donc il faudra donner du contenu, et on le verra cas par cas, dans les négociations nouvelles, d'accords nouveaux, d'autant qu'il y a les opinions dans le jeu maintenant, donc on n'arrivera plus à faire ratifier des accords qui soient que commerciaux. La dimension sanitaire, la dimension écologique, la dimension sociale va se réimposer. Mais moi, je ne critique pas a priori la tentative de la Commission, donc c'est bien, je trouve. Bien, merci. Il y a Sébastien Maillard qui voudrait prendre la parole, le directeur de l'Institut Jacques Delors, donc je lui donne la parole maintenant. Merci Pierre Jacquet et merci au Cercle des économistes pour l'invitation et à ce dialogue passionnant avec Hubert Védrine. J'avais une question à vous poser sur la puissance et l'Europe justement, puisque est-ce que vous n'avez pas le sentiment, malgré tout, que depuis ces toutes dernières années, ce mot n'est plus un gros mot et effectivement la France a souvent prêché dans le désert en parlant d'Europe puissance ou d'Europe géopolitique, et maintenant lorsque on parle avec les Allemands, avec les Néerlandais, avec d'autres pays, on sent que effectivement la prise de conscience que l'Europe et que ses politiques publiques ont une dimension externe fondamentale. Je pense même au rôle international de l'euro, par exemple, dont on parle plus, à la politique commerciale dont on a dit aussi, mais aux révisions de la politique de concurrence, qu'on est vraiment effectivement en train de sortir de la naïveté. Et est-ce que là-dessus, vous êtes plutôt optimiste sur... je pense notamment au cas allemand où des élections importantes, on le sait, sont prévues cette année. Est-ce que d'après vous et vos contacts, la prise de conscience là-bas fait son chemin pour qu'effectivement on soit vraiment à un tournant et que cette commission géopolitique ne soit pas juste un vain mot? On sait que le mot puissance sera un des mots-clés de la présidence française du Conseil de l'Union européenne l'année prochaine. Donc voilà, est-ce que on pense qu'on est sur le bon chemin ou que effectivement ça reste très fragile, ça reste plutôt incantatoire, où il y a vraiment des mesures prises? Merci. Bon, écoutez, moi je me réjouis du début d'évolution, d'abord sémantique, mais je me rappelle de Delors que je connais vraiment bien. Mon père le connaissait bien déjà avant. De Delors qui était ultra réaliste là-dessus. Il pensait, je l'ai entendu souvent dire ça, que c'est dans le domaine de la politique étrangère que la convergence des Européens arriverait en tout dernier, en fait. En tout dernier. Bon,
Mais ce que vous avez dit sur l'euro, d'accord, je suis d'accord. Mais quand on a lancé l'euro, on pensait que l'euro occuperait beaucoup plus vite une place beaucoup plus grande dans les échanges internationaux. Donc c'est bien, c'est remarquable. Mais on est encore, il y a de la marge, hein, voilà. L'évolution sur les concurrences, il n'est que temps. L'idéologie de la concurrence était complètement bornée, quoi, dans des œillères. Enfin, vous le savez mieux que moi. Donc, s'il y a des évolutions, si autour de Mme von der Leyen, certains commissaires, j'ai cité Breton, mais il y en a d'autres, incarnent ce début d'évolution, je trouve ça très bien. Je n'ai aucune réserve, je n'ai aucune restriction. Cela dit, sur la question de la puissance, c'est pour ça que je conseille vraiment à vous tous de lire le livre récent, je crois que c'est au Bellefeuille, sur le plan Marshall. C'est incroyablement éclairant. Je pense que les Européens, dans leur tête, ils ont abdiqué. Ils se sont dit, il y a eu un mélange dans leur tête après la guerre en disant patriotisme, nationalisme, identité, nation, compétition, guerre, blablabla, guerre mondiale. Bon, terminé. Ils sont installés là-dedans, d'où les plaisanteries sur les bisounours ou les herbivores. Je ne crois pas que ce soit débloqué, ça. Je ne crois pas. J'ai quand même... vous voyez bien ce que la France a dit depuis des décennies par rapport à ça. Il y a toujours eu un blocage. Et quand il y a le mot de puissance, les autres pensent que c'est des Russes de la France pour retrouver un rôle exagéré. Et donc, il faut s'en méfier. Qu'en plus, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, alors, Emmanuel Macron a fait plus de propositions que tous les autres avant, mais il y en a quand même eu avant, plusieurs fois. Il y a la même réticence. Et je redis que dans le débat sur l'avenir de l'OTAN, ce qui m'a frappé, c'est qu'aucun Européen membre du groupe n'a défendu la notion d'autonomie stratégique. Aucun. Il y avait 7 membres européens sur 10. Et il disait, comme la ministre allemande de la Défense, c'est un concept illusoire et dangereux. Il faut y renoncer une fois pour toutes. C'est la position de la CDU, qui n'a pas changé depuis que le Bundestag avait imposé un chapeau avant le traité franco-allemand de Gaulle-Adenauer. Ce qui fait que même quand des Allemands se montrent ouverts, acceptent d'employer les mots de souveraineté, même quand Mme Merkel est aimable dans des sommets franco-allemands, etc. Je pense que le déclic n'a pas eu lieu. Et vous voyez, je ne critique pas les tentatives ni les perspectives, je les trouve encourageantes. Je ne suis pas du tout défaitiste là-dessus. Mais je pense que les Européens, globalement, ils pensent vraiment que la puissance est dépassée, que c'est dangereux en plus. Ils n'en veulent pas, ils ont des ambitions hédonistes, individualistes, tout ce qu'on veut. Ils veulent du social ou du temps libre, ils ne veulent pas de la défense ou des stratégies. La France et l'Allemagne ne sont pas du tout sur les mêmes lignes en matière de défense. Ça pose d'ailleurs un vrai problème pour l'avenir des nouveaux programmes éventuels en coopération. Donc je pense qu'il faut un déclic mental, mais ce n'est pas une question de nouveau traité. De toute façon, on n'arrivera jamais à négocier un nouveau traité qui serait ratifié par tout le monde. Et ce n'est pas une question de procédure, elles existent. On a créé les hauts représentants pour la politique extérieure et de sécurité commune. Enfin, on a tous les éléments, en fait. C'est une question mentale. Et je pense que si les Européens avaient été prêts à franchir le pas, Trump était tellement provoquant, inquiétant et par certains côtés repoussant d'ailleurs, que les Européens auraient été très loin. Or, Mme Merkel a dit, elle est très surévaluée, Mme Merkel globalement, bon, mais parce que c'est pas elle qui a créé l'Allemagne moderne, c'est Gorbatchev, Kohl et Schröder. Mais elle avait quand même dit une chose très importante quand elle avait vu Trump, elle avait dit, on ne peut plus vraiment compter sur eux, il faut s'organiser mieux entre nous. C'était la phrase la plus importante d'un chancelier allemand depuis l'après-guerre. Ça n'a rien produit. Ça n'a rien produit. Et nos propositions françaises après sont tombées dans un vide relatif. Donc on n'est pas loin peut-être. Acceptons l'idée qu'on soit pas loin. Il manque encore quelque chose où les dirigeants européens diraient tous à leur peuple, on ne peut pas se passer de devenir une puissance. Mais une puissance raisonnable. Pacifique, pas pacifiste, mais pacifique. Mais il faut autre chose. Après, il faut concrétiser ça, en fait. Devenir le pilier européen de l'Alliance Atlantique, etc. Ne pas partir sur des choses qui font peur et qui ne marcheront jamais comme l'armée européenne, mais trouver d'autres domaines technologiques, juridiques, vous l'avez dit, euro, etc. Toute l'industrie, la nouvelle industrialisation qui va découler de l'écologisation, enfin, il y a plein de choses. Mais malheureusement, je réponds à votre question que le déclic n'a pas eu lieu, et que si l'attachement aux formules d'après la guerre reculait,
on verrait apparaître, je le crains, un courant pacifiste et neutraliste même, assez puissant en Europe. Il a commencé par l'Allemagne, il a commencé par les Verts, qui seront sans doute dans la coalition future. Donc il y a encore un énorme travail à faire, voilà ce que je dirais. Bien, merci. Il y a Thierry Pêche qui a demandé la parole. Thierry Pêche, donc directeur général de Terra Nova. Oui, bonsoir. Bonsoir, je voulais vous interroger sur le climat. Parmi les observateurs réalistes, vous êtes sans doute l'un de ceux qui a le plus tôt assumé sa préoccupation pour la transition écologique et pour la question climatique, et je crois que ça doit être salué. Quand on vous écoute bien sur cette question, vous parlez d'écologisation pour vous démarquer, vous avancez tout de suite des arguments sur la technologie, la science, vous croyez beaucoup à la technologie et à la science, et je vous rejoins là-dessus. Je pense d'ailleurs que les forces d'innovation et le capitalisme a été insuffisamment impliqué jusqu'ici dans cette transition. Toutefois, quand on regarde la situation telle qu'elle est, quand on regarde les engagements des États, quand on regarde les trajectoires de décarbonation, on est saisi par le doute. On n'est vraiment pas sûr d'y arriver. Je vous donne un exemple très rapidement, mais j'ai regardé l'autre jour la trajectoire de décarbonation de l'Allemagne. La trajectoire de décarbonation de l'Allemagne, elle repose sur un pari très difficile à gagner, qui consiste à importer de l'énergie photovoltaïque depuis l'autre côté de la Méditerranée. Et on ne sait pas trop comment, ils ne savent pas trop comment ils vont faire. Bon. Donc il y a vraiment beaucoup de raisons d'être inquiet sur ce sujet. Or, quand je vous écoute, je vous trouve assez confiant finalement. Vous dites l'industrie, l'innovation technologique vont résoudre tout ça. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on pourra se passer d'une gouvernance mondiale un peu plus efficace sur le sujet, même si on a des... Et vous avez déjà exprimé plusieurs fois votre scepticisme à l'égard de l'efficacité des institutions multilatérales. Est-ce que sur un sujet aussi global que celui-là, on peut s'en passer? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un peu plus de contraintes? Et enfin, puisque vous croyez à la technologie, dites-nous pourquoi vous y croyez autant. D'abord, j'y crois parce que nous vivons dans un monde qui a été bouleversé par la technologie de la révolution industrielle. Et tous les problèmes du monde d'aujourd'hui, toutes les réussites faramineuses pendant 2-3 siècles et tous les problèmes aujourd'hui dont il faut sortir, c'est les résultats de l'invention de l'énergie par le charbon. Donc on est tous modelés par ça, plus les révolutions industrielles qui ont suivi, jusqu'à la révolution informatique. Les idéologies ont accompagné ou sont venues en plus, mais fondamentalement, c'est d'ailleurs ça ce qui a permis de mettre fin à l'esclavage dans une grande partie du monde, c'est qu'on a eu des moteurs à la place des gens. Bon, c'est l'invention du moteur. Et notre civilisation est typiquement ça. Alors je ne sais pas si ça va prendre les mêmes formules, mais bon, je trouve très intéressante la question de Thierry Pêche, bien sûr. Je ne suis pas, comment dire, j'essaie d'être un point d'équilibre entre l'alarmisme le pire. Vous savez, il y a des leaders écologistes qui disent tout est foutu. Ils vont dans une forêt avec une provision de sacs de riz, tout ça. Bon, c'est pas une solution collective, c'est une sorte d'option individuelle. Il y a eu pendant longtemps toutes les forces qui disaient ça n'existe pas, c'est absurde. Toutes les forces de production à l'ancienne, toutes les formes progressistes, naïves, idéologiques. Donc on a dépassé ce stade. On est maintenant dans le sujet. Mais je ne trouve pas qu'on pose toujours bien le problème. Aujourd'hui, la France, d'après ce que je sais, c'est 1% de la production de CO2 mondiale. 1%. Grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire. Et c'est pas parce que les gouvernements ont été d'une lâcheté absolue sur le nucléaire depuis plusieurs décennies que ça n'est pas vrai. C'est d'ailleurs, Thierry a raison de souligner le paradoxalement. Madame Merkel est sortie pour des raisons électoralistes démagogiques du nucléaire trop tôt. Elle n'est pas sortie parce qu'elle avait inventé un système formidable de batterie pour l'énergie solaire. Elle est sortie pour pouvoir faire des arrangements dans des lenders avec les écologistes. Résultat, ils ont relancé le charbon. Ou alors ils ont besoin d'énergie fossile, etc. Bon, donc c'est pas une solution. Mais est-ce que le problème est d'abord chez nous? D'abord chez nous en France? Je crois pas. Le problème c'est le charbon, si on veut précisément corriger la courbe. J'ai un peu répliqué sur la France, mais Thierry Pêche a raison globalement. Les courbes ne sont pas bonnes. Mais qu'est-ce qui va aider la Chine, l'Inde, la Pologne, l'Allemagne, donc aussi d'autres, à sortir du charbon?
puisque malheureusement le charbon est répandu partout, ça coûte pas cher, etc. Donc il faut vraiment des percées technologiques. Il faudrait que l'Inde et la Chine se couvrent de mini-centrales nucléaires dont on a besoin pour une génération de transition, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la solution absolument idéale de la fusion nucléaire, ou bien de l'hydrogène, ou bien de capteurs solaires qui restituent l'énergie toute l'année. Bon, on est dans une phase entre les deux. Mais ce qui me gêne, c'est la focalisation un peu maso et un peu politique de la part des écologistes sur la France en particulier. En revanche, je pense que, étant donné que l'écologisation doit s'appliquer à tout, la transformation du système agricole, agro-industriel, etc., ultra-productiviste, avec évidemment beaucoup trop d'apports chimiques, celui des dernières décennies, je pense que la France l'est en première ligne. Je pense qu'on n'a rien à démontrer sur le climat. On pourrait quasiment ne rien faire sur le climat, parce que tous les efforts qu'on fait en France sur le climat, ça ne change absolument rien en bilan mondial CO2, compte tenu du nucléaire dont j'ai parlé. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire du tout, mais vous voyez, je force le trait. En revanche, en matière agro-industrielle, si on arrivait à entamer un processus qui soit en même temps humain, parce que les agriculteurs d'aujourd'hui, ils y sont pour rien, donc il faut les accompagner, il faut les aider à franchir les étapes suivantes. Là, on pourra avoir un effet d'entraînement sur d'autres pays qui sont complètement enfermés dans un système ultra-productiviste. Il faut inventer l'agriculture bio ou raisonnée de l'avenir, qui soit elle-même beaucoup plus productive que ça n'a été le cas, ce qui est possible. Voilà, donc quant à la gouvernance, Thierry, les seules gouvernances mondiales, c'est celles qui sont imposées par des vainqueurs, en fait. Celle de 1918, celle de 1945, les Américains étaient quand même prodigieusement intelligents à ce moment-là. Ils ont cru avoir complètement gagné, en plus quand l'URSS a disparu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va imposer une gouvernance mondiale aux Chinois? Donc, on ne va pas l'imposer. En revanche, je crois que on croyait que le monde avait été organisé de façon définitive, précisément par les Occidentaux après la guerre. Ce n'est pas le cas. Je crois que le rendez-vous entre les puissances installées et les puissances émergentes, il est devant nous. Il n'est pas derrière nous. L'idée que les puissances émergentes vont réussir qu'à un cas à rejoindre le système qu'on a organisé, ça ne marche plus en fait. Et donc il faut éviter que les Chinois aient la tentation de bâtir un système alternatif. Il faut que ce soit le même système, mais on sera obligé de renégocier des choses. Les rôles, les places, les institutions, le mode de fonctionnement. Et dans ce cadre-là, oui, moi je serais tout à fait heureux qu'on arrive à mettre au point des règles, des modes d'emploi, des bonnes conduites, etc., qui s'appliqueraient, qui serait une sorte de gouvernance mondiale par réseau, collective, sur les questions écologiques, climat, biodiversité, la surpêche, les déchets, etc. Ça serait très bien, mais il faudra une sorte de deal, parce que les Chinois ne vont pas accepter n'importe quoi. Mais je ne suis pas contre. Hein. J'ai pas de rejet en soi. Les institutions, c'est comme toujours, je crains quand il y a trop d'attentes, vous voyez. C'est comme quand on a créé la Cour pénale internationale, il y a une sorte de courant d'optimisme incroyable en Europe, puis 15 ans après, on l'accable de critiques parce qu'on a attendu des choses impossibles. Donc je ne suis pas du tout contre ça, je ne suis pas réticent, mais il faut l'exprimer de façon concrète. Et donc la clé, je répète, enfin à mon avis, hein, je répète, il y a un deal à trouver avec les grandes puissances émergentes. Et ce n'est pas à coup de manif dans les pays d'Europe que ça changera quoi que ce soit. Bien, merci. On poursuit avec Georgina Wright, qui est responsable du pôle Europe de l'Institut Montaigne. Merci beaucoup et merci beaucoup au Cercle des économistes pour l'invitation. Monsieur le ministre, je partage complètement votre analyse sur le besoin d'avoir une puissance européenne qui finalement repose sur 3 aspects. 1, avoir une stratégie européenne. Là, on voit très bien que les États membres ne sont pas d'accord. 2, une capacité à agir. On est encore loin, je pense aussi. Et troisièmement, l'Union européenne a vraiment besoin de se doter de partenariats très forts. Alors, vous avez parlé notamment des États-Unis, mais en tant que Britannique, je voulais vous demander un peu votre point de vue sur l'avenir de la coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et en particulier, selon vous, comment s'assurer finalement qu'il y ait une coopération étroite entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, étant donné que le gouvernement britannique semble rejeter toute coopération structurée en matière de politique étrangère avec l'Union européenne? Merci.
Petite question. Bon, la remarque initiale dans votre intervention concerne les États, mais c'est les opinions publiques qui résistent. Les gouvernements dans les démocraties modernes, hystérisés par l'information continue, ont de moins en moins d'autonomie, en fait, par rapport aux opinions. Il y a de moins en moins de leadership, de moins en moins de leaders, il y a beaucoup de followers, en fait. Donc, il ne faut pas distinguer, ce n'est pas les méchants gouvernements qui résisteraient alors qu'il faudrait bouger. Enfin, c'est une remarque, ce n'est pas le cœur de votre question. Alors, sur le partenariat États-Unis-Europe, on va le voir, d'ailleurs, c'est tout à fait d'actualité, puisque les Américains vont donc essayer d'enrôler les Européens, donc toute l'Alliance, derrière une stratégie indo-pacifique pour endiguer la Chine. Ce qui va bien embêter les Européens, parce que, évidemment, au bout du compte, ils sont alliés des États-Unis, mais ils ne voudraient pas être obligés de s'aligner complètement. Il peut y avoir des politiques plus subtiles entre les deux. Les Européens seront divisés. Donc moi, j'en reste à une idée très ancienne, qui est celle d'une alliance à 2 piliers. Alors 3 piliers, on pourrait dire d'ailleurs maintenant États-Unis, Grande-Bretagne, Europe. On trouve ça déjà dans des discours de John Kennedy, vous voyez que c'est très ancien. Ça, c'est évidemment jamais concrétisé, parce que le système américano-otanien ne veut aucune autonomie. Aucune autonomie. Et à l'époque de mon ami Madeleine Albright, quand il y avait 3 ministres européens sans aucune influence en réalité qui se réunissaient pour discuter sur la défense européenne, elle les appelait tous les 3 pour dire attention, c'est très dangereux ce que tu fais, ça va mettre en péril l'alliance, etc. Bon. Donc là, l'idée sympathique d'un partenariat États-Unis-Europe, moi je pense que ça reste la bonne idée pour remobiliser les opinions européennes, pour lutter contre ce que j'ai mentionné, qui à mon avis va se développer, qui est dangereux, neutralisme et pacifisme. Donc il faut réinvestir, re-responsabiliser, remobiliser. Je crois que c'est important. On verra si c'est jouable, mais le printemps qui s'annonce est très important là-dessus. Si on arrive à faire bouger l'administration Biden-Blinken, qui est très classique là-dessus, très classique, très clintonienne. Pas du tout comme Obama, qui voyait ça qu'une sorte de distance un peu désabusée. Bon, on verra, on va voir comment ça tourne. Votre question est britannique. Moi, je suis très favorable au maintien ou à la reconstruction de liens très étroits entre la Grande-Bretagne et chaque grand pays de l'Union et l'Union en tant que telle. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au rejet actuel. Ça ne veut rien dire, le rejet actuel. À un moment ou à un autre, la Grande-Bretagne trouve intéressant pour elle, hein, mais nous aussi pour nous, de rétablir une relation. Politique étrangère, je pense pas. Je pense, comme Delors, que je citais malicieusement tout à l'heure, que c'est quand même très compliqué parce que c'est là où il y a des espèces d'éléments fondamentaux dans le cervelet, dans le cerveau reptilien des gens, qui est compliqué. Bon. Mais il y a des tas d'autres domaines de coopération énormes. Alors, sur le plan français, nous, on a Lancaster House, qui est un peu en sommeil, mais qui était une très bonne idée. D'ailleurs, les Anglais, quand François Hollande avait été élu, ils avaient peur que la gauche remette en cause Lancaster House. Alors, je n'étais pas dans le gouvernement, je ne le voulais pas d'ailleurs, mais il m'avait demandé de faire le lien pour qu'on consolide Lancaster House. On a confirmé. Mais après, ça a beaucoup stagné, en fait. Donc, on a déjà un élément qui peut être repris sur un plan bilatéral. Il y avait d'ailleurs eu à certains moments des déclarations Macron-Merkel disant, en tout cas Macron et les Anglais disant, on pourrait l'élargir à l'Allemagne. Pourquoi pas? Et ça, c'est pas l'Union. Mais il y a d'autres domaines où ça peut être vrai. Donc, je crois que ça doit être très important. Enfin, ça devrait être un objectif de l'Union européenne en tant que telle et de chaque pays, sauf si la Grande-Bretagne, dans sa position nouvelle, hein, devient une sorte de propagandiste actif de la vision américaine qui remonte en force, c'est-à-dire the West contre the rest. Et les 3/4 des think tanks dans le monde occidental disent ça. Donc ça veut dire aucune fin complète d'une politique étrangère française, abandon de toute autonomie européenne et même de souveraineté. Ça, c'est l'idée quand même qui est dans l'air. The West contre the rest. Évidemment coordonné par les États-Unis, par l'intermédiaire de l'OTAN. C'est d'ailleurs ce que mon ami Madeleine avait tenté de mettre sur pied avec la communauté des démocraties. Ça n'a pas bien marché parce que personne n'est arrivé à se mettre d'accord sur la liste des démocraties. Voilà, donc je ne vais pas m'égarer trop. Je pense qu'il faut absolument que du côté européen, du côté français et allemand,
On considère que la coopération avec la Grande-Bretagne demain est une priorité stratégique et on attendra tranquillement que les positions actuelles, qui sont plutôt fermées, en tout cas pas demandeuses du côté britannique, soient dépassées par une autre attitude. Merci. Je passe maintenant la parole à Alain Frachon, qui est, comme on le sait tous, éditorialiste au Monde. Je crois que, Hubert Védrine, bonsoir. Je crois que vous avez raison quand vous dites que les États-Unis, America is back, ça veut dire un retour au leadership américain. Alors, ça ne se fera pas de manière brutale ou unilatéraliste, ça s'est fait déjà par le retour dans les institutions internationales. Mais quand vous dites, ça veut dire que les États-Unis veulent rétablir une manière de leadership mondial. Comment est-ce compatible avec ce qui me paraît être un mouvement de fond américain, et notamment de l'opinion américaine, un mouvement de fond de retrait des États-Unis? Alors on peut s'en sortir en disant que les États-Unis estiment que leur leadership mondial se joue en Asie. À ce moment-là, ça veut dire quelque chose pour nous et pour notre voisinage immédiat, les Russes et le Moyen-Orient. Vous voyez, ma question est, est-ce qu'il y a une contradiction entre parler d'un retour du leadership américain avec ce mouvement de fond? Et je ne crois pas que Biden s'inscrit contre ce mouvement de fond lorsqu'il définit la politique étrangère américaine qu'il veut mener comme la politique étrangère de la classe moyenne. C'est son expression. Ça veut bien dire une manière de retrait américain des affaires du monde. Brzezinski avait très bien décrit il y a longtemps l'aspiration des Américains à une sécurité absolue, ce qui fait qu'ils voulaient avoir tous les systèmes militaires défensifs, offensifs et dissuasifs. Mais la remarque suivante, c'est que les Américains hésitent sur les modalités. Est-ce qu'il faut pour ça contrôler le monde entier? Il y a déjà des bases partout, il y a 8 flottes, etc. Mais est-ce qu'il faut intervenir dans tous les sens? Ou au contraire, intervenir le moins possible, ce que pensait Obama. Donc, c'est d'ailleurs, vous remarquerez que depuis une trentaine d'années, les États-Unis, qui à mon avis sont très 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 perturbés par la montée des émergents, le défi chinois et compagnie, à chaque élection présidentielle, ils élisent le contraire du président sortant. Donc il y a un mouvement difficile à concilier, qui peut conduire à un semi-retrait, hein. Encore une fois, ils ne renoncent pas aux bases, ni au budget militaire géant, ni aux sanctions extraterritoriales, ni au règne du dollar. Ils ne renoncent pas à ça. Mais c'est un contrôle from behind, vous voyez. Il y a quand même chez Biden, je suis d'accord sur la remarque Biden, il y a un élément de ça, bien sûr, se consacrer en priorité. Alors là, pour le coup, il est un peu comme Obama, qui disait le nation building, ça commence chez nous. Refaire les ponts et les routes. Bon, d'accord, c'est un peu ça. Mais en même temps, il parle de diplomatie des valeurs. La diplomatie des valeurs, c'est la diplomatie droit de l'homiste. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être amenés à entrer en guerre si on prend au sérieux la diplomatie des valeurs. Vous voyez, donc c'est pas clair tout ça. Mais donc je reconnais que ce sont des contradictions. Mais c'est des contradictions américaines. On va pas régler ça à leur place, en fait. Alors en plus, Biden, il pense déjà au mid-term. Il va essayer de trouver des républicains qui travaillent avec lui au Sénat. Il n'en a pas tout à fait assez pour le moment. Il va essayer de réconcilier les démocrates. Il y arrivera avec les démocrates de gauche classiques, mais pas avec les gauchistes démocrates. Ce sera plus compliqué. Donc, quel est le temps qui reste, la part qui reste d'énergie pour faire tout ça? Donc, il y aura donc une politique, en effet, de retour dans les enceintes multilatérales, mais quand même pour défendre les intérêts américains. Dans pas mal de cas, des compromis honorables, disons, avec les Européens. Dans d'autres cas, non. Il y aura des désaccords brutaux, hein, peut-être à propos des GAFA. Mais ça nous renvoie à la question comment les Européens vont se comporter par rapport à ça. Alors le risque, mais je crois qu'il est écarté, serait été que les Européens s'envoient vraiment les gros niveaux, disant c'est merveilleux, le méchant Trump est parti, et tout va bien. On va revenir à ce que j'appelle l'Amérique or. Mais ce que dit Macron est beaucoup plus subtil que ça, et même Madame Merkel, enfin ils sont prudents en fait. Il dit ouais c'est bien, on est content, on retrouve des partenaires, mais on va quand même voir en quoi ça consiste. Pour moi, l'épreuve de vérité, c'est le printemps. Hein. Est-ce que Biden vient en Europe pour un sommet de l'OTAN, ou un sommet de l'Union européenne, ou une visite bilatérale à Berlin,
ou pour Bilderberg, ou pour je ne sais quoi, enfin vous voyez, pas Bilderberg, mais la conférence de Munich, pardon, ou est-ce qu'il y a une combinaison de tout ça? Donc c'est devant nous. Donc ça serait très important que les Européens soient vraiment d'accord entre eux pour dire on est très content de retrouver des partenaires normaux, welcome, merci beaucoup, c'est très bien, voilà nos propres idées. Vous revenez dans l'OMC, très bien, voilà nos idées. Vous revenez dans l'OMS, voilà nos idées sur l'évaluation mondiale, etc. Et voilà comment coopérer avec la Chine sans se faire embobiner par les Chinois. Vous voyez, sujet par sujet, enceinte par enceinte. Après, il y a la discussion compliquée sur la... Peut-être que ce qu'a dit Mme Yellen permet des perspectives sur la taxation. Après, il y a la question de la bataille des données. Mais en tout cas, domaine par domaine, si les Européens arrivent à avoir des positions communes à partir desquelles on va discuter, alors pour le coup, même si à Washington les gens pensent ça va être facile de réenrôler les Européens derrière eux, ça changera. On va créer une dynamique qui va aboutir peut-être un partenariat. C'est ça qu'il faut jouer en tout cas. Mais ils vont pas le faire à notre place. Hein. America is back, c'est pas ça. Hein. Ils vont pas le promouvoir d'ailleurs. Quand Biden dit qu'il veut une Europe, je crois, en paix, en sécurité, tout entière, enfin, il y a tous les mots sympathiques sur l'Europe, mais il n'y a jamais souveraineté de l'Europe, encore moins autonomie, ni puissance européenne, jamais, dans les propos américains. Mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas le dire. C'est à nous d'entrer dans cette dynamique si on y arrive. Bien, merci beaucoup. Alors, il y a évidemment énormément de questions de la part des participants qui vous écoutent. Et il nous reste seulement quelques minutes, donc je vais vous proposer de conclure autour de quelques-unes de ces questions. Et comme filtre de sélection, je retiens finalement la France, parce que on a parlé du monde. Et ce qui serait bien, c'est peut-être de terminer sur les atouts de la France et les différentes options stratégiques que vous voyez pour un pays, une puissance moyenne, comme la France dans ce monde désordonné. Alors, les questions tournaient autour un petit peu de cela d'ailleurs. La France vis-à-vis de la Chine, la France vis-à-vis de la technologie et de la finance compte tenu de la stratégie chinoise. Est-ce qu'il y a un risque de domination économique abusive de la Chine? Est-ce qu'il faut craindre une utilisation du commerce comme arme à l'aune de cet affrontement géopolitique de la Chine et des États-Unis? Les entreprises privées vont-elles devoir prendre en compte la géopolitique dans leurs affaires? Et puis, il y avait une question qui ne va pas vraiment sur la France, mais plus sur l'Europe, mais qui concerne aussi la France, qui est cette souveraineté européenne que vous appelez de vos voeux, est-elle possible sans protectionnisme économique pour faire converger les intérêts des différents pays? Donc voilà quelques questions, mais je vous propose de prendre ces questions finalement avec ce filtre de notre pays, puisque le titre de cette session, c'était la France dans ce contexte géopolitique mondial. Bon, alors ça fait énormément de questions, on pourrait parler encore une heure là-dessus. La liste des questions, ne faut-il pas craindre que, oui, elles sont toutes fondées, notamment sur la Chine, mais là aussi ça dépend de nous. Si la Chine ne trouve rien en face d'elle, la moitié des Européens qui entrent dans des sommets avec la Chine, etc. Bon, donc la Chine, elle avance, elle pousse ses pions, on ne peut pas le reprocher. Si en revanche la Chine s'aperçoit qu'il y a quand même pas l'alliance que les Américains veulent nous imposer, mais une sorte de coordination entre les Japonais, les Coréens, l'Inde, l'Australie, l'Europe. Ils ne sont pas idiots à Pékin, ils vont mesurer les avantages et les inconvénients. Bon. Et donc, encore une fois, tout ça est interactif. Il ne faut pas le dire que pour le commerce. C'est interactif aussi en géopolitique, l'interdépendance. Bon. Alors, sur la France, c'est un vieux sujet. Je pense qu'il faudrait essayer d'éviter aussi bien la dépression complète, qui est fréquente, que la grandiloquence. Or, vous savez, les sondages de l'organisme Pew, très souvent, ils trouvent que les Français sont le peuple le plus pessimiste au monde sur l'avenir de leur propre pays, plus qu'en Irak. Donc il y a quand même un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un bug quelque part. Donc il y a une sorte de... Alors c'est peut-être lié au fait que la France a été une vraie grande puissance quand il n'y en avait pas beaucoup, et qu'elle est grandiloquente, et donc ça la déprime plus qu'un pays qui n'a jamais fantasmé sur son rôle mondial. Il se peut qu'il y ait ça, mais ça fait quand même il y a très longtemps, donc il serait temps de dépasser ça. Et donc, il faut trouver un point d'équilibre. Puissance moyenne. Vous vous rappelez les hurlements quand Giscard avait parlé de ça. Mais dans les 200 pays des Nations Unies, il n'y a pas 200 puissances. Même le G20 est trop large. Il y a quoi? Il y a une quinzaine de puissances. Il y a quelques puissances établies,
et quelques puissances montantes. Bon, donc si on est une puissance moyenne dans un groupe de 15, par rapport à 200 pays, c'est très honorable par rapport à la taille, la population et le niveau de l'économie. Donc il faudrait trouver enfin un point d'équilibre, qu'on se réconcilie avec nous-mêmes là-dessus et qu'on arrête d'osciller. Quand j'avais fait à la demande de Sarkozy un rapport sur la France et la mondialisation, c'était un sujet assez amusant parce que j'avais énuméré les atouts et les handicaps. Dans les médias, quand je parlais des handicaps, on disait oui, c'est vrai, c'est atroce, la France est très mauvaise, rate tout, c'est affreux, puis on a un passé chargé, blablabla, bon, tout le blabla repentance. Et dès que je commençais à parler des atouts, au bout d'une phrase, on me coupait la parole. Quand je disais mais la France a beaucoup d'atouts, on dit ah oui, mais attention, faut pas être chauvin, attention, faut pas être etc. Donc c'est une maladie, il y a un problème de maladie par rapport à ça. Alors la France a beaucoup d'atouts. Elle a beaucoup de handicaps. Mais le handicap numéro 1, c'est l'absence de confiance en soi. Évidemment, il y a le décrochage industriel. Quand on compare la France et l'Allemagne depuis 20 ans en matière industrielle, le contraste est cruel, c'est effrayant. La théorie débile des entreprises sans usine, enfin, c'est chez nous, il y a quand même une génération de dirigeants économiques fous là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts. Donc moi, je plaide pour un équilibre qu'on retrouverait entre les deux, par rapport à ça. Après, il faut le décliner. Mais en politique étrangère proprement dite, je dois vous dire, je peux le dire devant des économistes, parce que en réalité, c'est très compliqué pour nous, parce que pendant la période Est-Ouest, depuis la réinvention par De Gaulle, et tous les successeurs, y compris Mitterrand, qui l'avait complètement assumé, en fait, on a joué de ça. On était un pays occidental, un allié loyal, puissant et solide, mais on avait notre autonomie. À l'Est et au Sud. C'était la formule amis, alliés, mais pas alignés. Pour les Américains, c'est compliqué à comprendre parce que pour eux, un allié doit être aligné, sinon il ne sert à rien. Mais on arrivait quand même à jouer là-dessus. Et depuis la fin du système, donc dès la fin Mitterrand, donc à la fin de Mitterrand, sous Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, on est obligé de réinventer une politique étrangère française sans arrêt. Elle est déchirée sur est-ce qu'on est une politique réaliste ou missionnaire, dont droit de l'homisme ou réaliste, c'est forcément une combinaison. On est un peu déchiré sur est-ce qu'il faut continuer comme ça ou passer le relais à l'Europe. C'est le débat, est-ce qu'on s'en remet à l'Europe ou est-ce que simplement l'Europe c'est qu'on est plus fort ensemble? Vous voyez, c'est toutes ces questions. Et honnêtement, c'est de plus en plus compliqué. Donc quand vous voyez la France prendre des initiatives et ça marche pas, il faut pas ricaner en fait. Moi, je suis très indulgent, très compréhensif. C'est de plus en plus compliqué. Et on n'a pas quand même trouvé à la reformulation d'une politique qui trouverait une répartition durable, claire de ce qui se fait toujours au niveau national ou au niveau européen. Et la question des leviers, ça reste à faire en fait. Ça reste à faire. Bon, mais c'est surtout dans le domaine diplomatique, ça. C'est moins vrai dans les autres domaines. La dernière question, c'est protectionnisme. En réalité, je pense que il y a toujours une petite dose de protectionnisme, en fait. Même dans les politiques les plus hautes, pas le protectionnisme. Mais je ne crois pas qu'on soit dans le clivage entre l'ouverture totale et la fermeture totale, protection totale ou pas du tout. C'est pas vrai. Ce que l'Europe essaie on en a parlé tout à l'heure et c'est très encourageant, ce que l'Europe essaie de remettre sur le métier maintenant, c'est des instruments normaux de défense commerciale dans un monde commercial ouvert, avec des vrais mécanismes, des vraies règles du jeu. Alors, tous les vrais libéraux savent ça, sur les règles du jeu. Donc, il ne faut pas hurler au protectionnisme. Alors, il y a du protectionnisme déguisé, il y a des mesures écologiques qui vont s'imposer ou sanitaires qui peuvent ressembler à ça, mais il ne faut pas en faire un drame en permanence. La politique américaine de sanctions, c'est un peu ça. Les Américains ont toujours joué sur les deux tableaux. Ils ont toujours inventé des mesures, des règlements pour qu'il y ait un peu de protectionnisme dans les domaines vraiment vitaux. Alors, autant l'assumer avec des listes claires de ce qui est d'intérêt vital. Alors là, on varie trop, puis c'est pas clair, en fait. Donc, je serais pour ne pas être binaire, ne pas être idéologique, ne pas être épouvanté quand il y a des mesures de protection qui vont rester limitées, qui peuvent être limitées dans le temps, dans l'espace, etc. Et de rechercher les combinaisons les plus opérationnelles possibles en tenant compte de ce que font nos partenaires, concurrents, rivaux ou menaces.
Bon, c'est très schématique, mais c'est la loi de l'exercice. Hein. Pas du tout, Monsieur le Ministre. Merci infiniment pour ce dialogue passionnant. Merci d'avoir prêté votre temps pour cet exercice. Je voudrais aussi remercier les participants qui étaient directement connectés, Georgina Wright, Lionel Fontanier, Thierry Pêche, Sébastien Maillard, Alain Frachon, le Cercle des économistes et son président, Jean-Hervé Lorenzi. Et je voudrais remercier tous les participants qui ont accompagné ce débat et posé donc de très nombreuses questions qu'on ne pouvait pas tout aborder, mais vous avez couvert un champ très très vaste. Donc merci à tous et je vous donne rendez-vous pour les prochaines rencontres du Cercle des économistes que vous trouverez sur notre site. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.